Dans la continuité de l'intervention d'Étienne Gaudrin, qui a abordé avec vous les variabilités inter- et intra-individuelles, la question que je souhaite évoquer avec vous, c'est finalement comment perçoit-on la parole malgré ces variabilités. Il existe un nombre de phonèmes discrets dans chacune des langues, en l'occurrence 37 en français, 25 en espagnol, 44 en anglais. Mais comment perçoit-on ce nombre discret de phonèmes alors qu'il y a une réalité acoustique qui, elle, est continue? Alors on parle de perception catégorielle lorsque les différences acoustiques entre les sons de parole ne sont pas perçues, sauf s'ils appartiennent à des catégories différentes. Alors, on a l'habitude autour de nous de classifier les choses, les objets, etc. en catégories. Par exemple, la couleur rose, le rose pâle comme le rose fuchsia, finira dans la catégorie rose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de faire la différence, qu'on n'est pas capable de faire des nuances, de percevoir les nuances au sein d'une même catégorie. Alors qu'en perception catégorielle, cette discrimination semble avoir été perçue, alors que la discrimination est optimisée entre deux catégories différentes. Il y a eu les premiers travaux, ce sont les travaux de Lieberman dans les années 50 qui ont mis en évidence ce phénomène. S'en est suivi de nombreux travaux aussi bien en phonétique, en psychologie cognitive, en psycholinguistique pour étudier ce phénomène. Il y a eu plusieurs théories d'établi que je ne pourrais vous détailler ici faute de temps. Dans la fin des années 80, un collège d'auteurs a rassemblé les informations, les études, les connaissances qui avaient pu être établies sur cette notion de perception catégorielle. Et d'après les conclusions de cet ouvrage, la perception catégorielle aurait une part d'inné, une part d'acquis. Elle ne serait pas spécifique au langage parce qu'on peut obtenir cette perception catégorielle pour des sons auditifs mais non linguistiques, et elle ne serait pas non plus spécifique à l'audition. Donc finalement, on pourrait plutôt la qualifier de propriété générale des mécanismes perceptifs. Je vais survoler rapidement la première année d'un nourrisson parce que ça me paraît intéressant sur le développement de la perception catégorielle. Les études de perception catégorielle chez le nourrisson se font au travers de la technique de la succion non nutritive. On étudie les variations de l'intensité de la succion de la tétine pour voir s'il y a des phénomènes d'habituation ou de discrimination du nourrisson. Alors c'est vrai que si on recense toutes les productions dans le monde, on pourrait quantifier de l'ordre de 800 phonèmes. Et aussi surprenant soit-il, les études ont montré qu'un nourrisson est capable de discriminer l'ensemble de ces phonèmes à la naissance. Alors, il est baigné dans un environnement maternel, enfin une langue environnante, qui fait qu'il va développer son babillage dans cet environnement-là. Et à partir de l'âge de 10-13 mois, finalement, les contrastes qui n'apparaissent plus dans la langue maternelle, qui n'apparaissent plus dans la langue environnante, finissent par ne plus être perçus par le nourrisson. Alors, comment étudie-t-on le phénomène de perception catégorielle ? Comment se déroule un test de perception catégorielle? Alors, il y a tout d'abord la réalisation d'un continuum. Alors, pour étudier un indice acoustique, on va établir un continuum avec deux items intermédiaires. Le premier, et entre ces items intermédiaires, entre ces items aux extrémités, va y avoir des items intermédiaires où on fera varier par pas progressif et continu l'indice distinctif étudié. Il y a ensuite un protocole du test en deux parties, une partie d'identification qui permet de mettre en évidence les capacités que l'on a à classifier les sons de parole en catégories, et un deuxième test de discrimination qui permet de voir les différences juste perceptibles entre deux stimuli présentés par paire. Je vais vous donner un premier exemple au travers de la perception du lieu d'articulation des consonnes et au travers de l'exemple des consonnes orales plosives voisées. Ba, da, ga. Pour Delattre, c'est la transition du deuxième formant qui est l'indice le plus puissant de distinction du lieu d'articulation pour ces phonèmes. Dans la continuité du test original de Lieberman,
il y a Ericsson qui a développé ce test, qui était composé donc de 20 stimuli synthétisés. Ces stimuli sont constitués dans les 68 premières millisecondes des transitions des 4 premiers formants qui correspondent à la production de la consonne et dans les 144 millisecondes suivantes de 4 formants stables qui correspondent aux formants de la voyelle A. Tous les indices acoustiques sont fixes à l'exception de la transition du deuxième formant dont le point d'origine va varier par pas de 100 Hz depuis 500 à 2500 Hz. On a 2 étapes à ce test, une étape d'identification avec un choix fermé entre bas, da et ga, et une partie de discrimination où ces stimuli sont présentés par paire et les auditeurs doivent dire s'ils entendent ces sons comme semblables ou différents. Voici le résultat que j'ai pu obtenir chez un groupe de normands entendants. Donc à ce test, on a 2 graphiques que j'ai rassemblés sur le même ici. On dit qu'il y a perception catégorielle si le continuum est étiqueté en 3 parties homogènes, qu'en phase de discrimination, pour l'étude de 3 phonèmes, vous avez 2 pics de discrimination et que ces pics de discrimination correspondent avec les zones frontières établies en phase d'identification. Ces résultats corroborent ceux qu'avait obtenu Lieberman en 1957. Un autre exemple, donc la perception du voisement. Alors le VOT que nous a déjà décrit un petit peu Étienne Gaudrin. Donc avant de vous décrire cet indice acoustique, les consonnes plosives, très rapidement, au plan articulatoire, il y a 2 étapes, une étape d'occlusion et une étape d'explosion. Et en ce qui concerne le voisement, ça correspond au fonctionnement du larynx. Le voice onset time, donc délai d'établissement du voisement, il correspond entre le début de l'explosion de la consonne et le début des perceptions périodiques du larynx. Ces productions périodiques du larynx sont visualisées par la partie sinusoïdale sur le graphique. Donc si on prend l'exemple du pas, la partie, la production périodique démarre postérieurement à l'explosion, donc on dira qu'il y a un VOT positif. Et dans le cas des consonnes voisées, en l'occurrence le bas sur le graphique, le voisement, le fonctionnement périodique du larynx démarre antérieurement à l'explosion, donc on parlera d'un VOT négatif. Pour ce test de perception catégorielle du voisement, donc Medina qui s'est intéressé à cette perception chez les implantés cochléaires, dont je vous parlerai des résultats un petit peu plus loin. Là, je voulais juste vous décrire le continuum qui a été établi par variation du VOT depuis moins 70 millisecondes à plus 70 millisecondes en faisant varier ce VOT par pas de 20 millisecondes. Et résultat d'un normand entendant, ici idéalisé, continuum découpé en 2 parties homogènes, un pic de discrimination, puisque là on étudiait 2 phonèmes, et ce pic de discrimination qui correspond à la zone frontière. Alors, si on s'intéresse à l'impact de la perte auditive sur la perception catégorielle et sur le rôle éventuel de l'appareillage auditif au travers de 2 exemples, si on revient à la perception catégorielle du lieu d'articulation en utilisant le test que je vous ai décrit un petit peu plus tôt par variation de la transition du deuxième formant, donc auprès de 37 sujets malentendants présentant tous une surdité moyenne bilatérale symétrique, et on s'était intéressé pour l'intervalle 500-2500 Hz qui était la zone de variation du de la transition du deuxième formant, à ce que cette perte moyenne pour chacun des seuils le soit sur cet intervalle de fréquence. Il y avait 2 groupes, un groupe non appareillé de 12 sujets et un groupe appareillé de 25 patients portant quotidiennement des appareils des 2 côtés depuis plus d'1 an. Et le test était réalisé en champ libre, à intensité confortable, avec un haut-parleur en position frontale. Alors, en analysant ces résultats individuellement, on trouve que 2 patients sur les 12 du groupe non appareillé présentaient une perception catégorielle, donc seulement 16%. Aucun des patients appareillés testés sans leurs appareils présentait cette perception catégorielle.
Et quand on les testait appareil en place, 84% du groupe appareillé testé avec les appareils avait une fonction d'identification correcte et 44% de ce groupe appareillé, toujours testé avec les appareils, présentait une perception catégorielle. Une autre étude est celle de David Collin qui s'est intéressé sur le port des aides auditives à compression fréquentielle et à savoir si ces aides auditives modifiaient la perception catégorielle des consonnes fricatives, en l'occurrence le che et le se. Cette étude a été réalisée oreille nue, le continuum che-se a été élaboré et c'est peu fréquent pour l'étude de la perception catégorielle, mais là sur la base d'un logatome et donc de voix naturelle, par modification de la hauteur du bruit de friction. L'étude comportait 61 sujets, 13 patients normaux-entendants, un groupe appareillé composé de 21 patients avec une perte auditive moyenne de 41,7 décibels et un groupe appareillé avec, utilisant la compression fréquentielle de 27 patients. Donc le continuum de 13 items et une présentation monorale au casque, oreille nue de fait. Alors, les résultats de cette étude montrent, donc regardez le graphique en haut à droite, donc chez les malentendants, la frontière phonémique est décalée vers les graves. Cette remarque est d'autant plus vraie chez les patients malentendants utilisateurs d'aide auditive avec compression fréquentielle. Malgré tout, il y a quand même une variabilité importante de la valeur frontière chez les malentendants et un modèle à 5 variables a pu être établi. Il faut savoir qu'il y a aussi Monsieur Pignard, qui a poursuivi avec d'autres continuums l'étude de la perception catégorielle. Malgré tout, la perception catégorielle chez le malentendant reste peu documentée, donc là j'en fais appel aux étudiants dans la salle que le sujet pourrait intéresser. En ce qui concerne la perception catégorielle et l'implant cochléaire, donc vous avez une première étude qui est celle de Caldwell en 2013 auprès de 54 enfants âgés de 6 à 8 ans, parmi eux 19 normaux-entendants, 27 enfants avec un ou deux implants cochléaires, 8 enfants avec une surdité moyenne appareillée bilatéralement. Alors, si vous regardez le graphique, il n'apparaît ici que les réponses, que les résultats au test d'identification. On peut constater que les résultats obtenus pour les enfants avec implant cochléaire sont similaires, les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus chez le normaux-entendant, aussi bien au niveau de la pente de cette courbe que de la valeur de la frontière phonémique. Donc c'est tout à fait intéressant comme résultat. Je n'ai par contre pas trouvé dans la publication d'éléments sur les réponses obtenues à l'étape de discrimination, ni concernant les 8 enfants avec surdité moyenne appareillés bilatéralement. Une autre étude concerne les travaux de Medina, qui s'est intéressé à la perception du voisement chez les patients implantés, chez des enfants spécifiquement. Et la question plus spécifique qui était posée, c'était de savoir si la privation auditive entraînait un déficit permanent ou bien seulement un retard d'acquisition de cette compétence. Donc le groupe contrôle était composé de 55 enfants normaux entendants, le groupe test de 22 enfants sourds, avec un âge d'implantation compris entre 2 ans et 4 ans. L'âge moyen à l'implantation était de 2 ans et 10 mois. Les résultats ont été analysés sous l'angle de l'âge audio-perceptif des enfants. Pour les enfants normaux-entendants, c'était leur âge réel. Pour les enfants avec un plan, c'était la durée d'utilisation de l'implant cochléaire. Et on peut voir, d'après les résultats de cette étude, que la perception du voisement, que concernant la perception du voisement, les enfants avec implant cochléaire développent la perception de ce trait-là au même âge audio-perceptif
que l'enfant normand-entendant. Donc finalement, ça laisse à penser à un retard d'acquisition, mais pas à une absence d'acquisition. Par contre, la perception du lieu d'articulation, qui lui est plus portée sur des éléments fréquentiels, n'était pas développée chez les enfants avec un implant cochléaire. Donc la perception catégorielle reste une propriété fondamentale du système auditif et cognitif. C'est quelque chose qui est très bien documenté, qui a été beaucoup étudié chez le normand-entendant, chez les personnes dyslexiques, etc. Qui, à mon sens, est trop peu documenté sur les personnes appareillées avec et sans, enfin malentendantes, avec et sans appareil auditif ou implant cochléaire. On a un rôle qui apparaît de l'appareillage auditif ou de l'implant cochléaire, mais on n'a pas, malgré tout, un rétablissement systématique ou pour l'ensemble des traits de la perception catégorielle des indices acoustiques étudiés. Alors rapidement, c'est vrai que le test utilisé, qui dans la majorité des cas utilise des sons synthétisés, peut être un élément d'explication. Malgré tout, un choix de réponse fermée et une durée du test assez longue. On peut aussi s'interroger sur le traitement du signal de parole qui est fait par les appareils auditifs ou par les implants cochléaires dans ces types de tests. Et les caractéristiques psychoacoustiques qui nous ont été décrites hier ou les capacités cognitives de la personne qui nous seront détaillées plus tard peuvent aussi être des éléments permettant d'expliquer les différents résultats. Donc c'est une complexité d'un mécanisme, un sujet, un vaste sujet, et je vais vous remercier pour votre attention. Je passe la parole à... Je vous remercie. Je passe la parole à Frédéric Rambaud qui va s'intéresser à la variabilité, cette fois-ci comme source de sens pour la compréhension de la parole. Merci à vous.